Bienvenue à tous pour Présidentielle 2012, le rendez-vous politique d'H-Vision Production, en ce dimanche 22 avril 2012, jour du vote du premier tour de cette élection présidentielle. Vous allez peut-être bientôt voter, vous avez peut-être tout simplement déjà voté, ou vous n'irez tout simplement pas. En tout cas, pour notre part, nous allons aujourd'hui, par souci d'égalité, vous parler des 10 candidats à cette élection présidentielle, et ce, en compagnie de Simon Chantré et Alexandre Mastagli. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, pour commencer, nous allons voir les 10 candidats donc, pour ce premier tour de l'élection présidentielle avec leur pourcentage tout de suite. Alors, ce sont des pourcentages approximatifs en sachant que tout dépend des enquêtes d'opinion. Nous avons essayé d'être le plus clair possible. Alors, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont donc les deux favoris de cette élection. Ils ont tous les deux, selon les enquêtes d'opinion, entre 26 et 28%. Nous avons donc mis une moyenne de 27%. Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 17%. Marine Le Pen est quatrième avec 15%. François Bayrou, cinquième avec 10%. Viennent ensuite Eva Joly, 2%. Nicolas Dupont-Aignan, 1,5%. Philippe Poutou, 1%. Nathalie Arthaud, 0,5%. Et Jacques Cheminade, 0%. Donc nous allons commencer avec Nicolas Sarkozy, puisque nous avons parlé de François Hollande dans nos deux dernières émissions. Alors tout d'abord, parlons de Nicolas Sarkozy, depuis le début de sa campagne, avec le lancement de son slogan « La France forte », avec ses lettres aux Français ou encore ses meetings très onéreux. Simon, le président a-t-il été, jusqu'à aujourd'hui, un candidat à part entière ? Oui, en effet, Julien, il a enlevé ses habits de président et il est par la suite devenu le candidat et il a même réussi à se hisser à nouveau en tête des sondages en haut de François Hollande. Alors, même s'il il est toujours resté candidat pendant ses 5 ans, pendant son mandat, il a quand même pris une grande part de candidats dans cette campagne. Alors cependant, certains changements ont été mal vus par ses pseudo-électeurs. Il parle tout le temps d'immigration, d'identité nationale, de sécurité. Donc c'est les vieux démons de 2007, ça ne change pas de sa campagne précédente. Il reste enfin celui que les Français plébiscitent sur le plan économique, mais pas sur le plan social, où François Hollande est en tête. Alors, le suspense est à son comble, nous verrons bien ce soir. Alors, Alexandre, vous qui prédisiez un échec cuisant pour Nicolas Sarkozy, c'est pas encore tout à fait ça. Eh bien, il est très clair que Nicolas Sarkozy a remonté. Moi, je pense que les habits du candidat et celui du président sont toujours les mêmes. Je veux dire, même si Nicolas Sarkozy est aujourd'hui officiellement candidat à l'élection présidentielle, il assume toujours, bien évidemment, ses fonctions de président de la République. Mais c'est aussi avant tout une tactique politique, bien sûr. En revanche, très cher Julien, je parlais de l'échec cuisant de la droite pour le second tour, où François Hollande était bien entendu donné favori et donc président de la République. Eh bien, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy ne dispose pas des soutiens de taille qu'a François Hollande. François Hollande pourrait bien évidemment avoir les voix au second tour de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le troisième candidat en tête dans les sondages, et bien sûr aussi la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly. Il y a aussi tous les petits candidats, donc Philippe Poutou, Jacques Cheminade et tout ça, qui pourraient aussi éventuellement donner leur voix à François Hollande. Et tout ça, ça fait beaucoup. Alors parlons maintenant de François Hollande, c'est donc le favori des sondages avec Nicolas Sarkozy. Il s'est fait, on l'a dit, rattraper par Nicolas Sarkozy, même si tous les deux restent au coude à coude, entre 26 et 28% tous les deux, donc on a donné une moyenne de 27%. Donc Alexandre, François Hollande a-t-il eu un petit coup de mou ? Eh bien clairement oui. Et c'est surtout à cause des fameuses règles très strictes du CSA. François Hollande doit maintenant respecter ce genre de paroles qui doivent être égaux aux autres. Et donc, il fait donc un petit coup de mou, mais chez François Hollande, c'est normal. Mais il faut tout de suite aussi dire que François Hollande a préféré agir par rapport en allant directement sur le terrain. Il était en effet allé dans les banlieues, et puis aussi les fameux spots qu'on a vus à la télévision, quand même, ils sont assez convaincants, je dirais. Alors, Simon, François Hollande
Est-ce qu'il va créer la surprise selon vous au second tour? Est-ce qu'il peut y arriver? Eh bien, il va falloir qu'il s'accroche car même si tous les sondeurs annoncent un rebond spectaculaire pour lui au second tour, le second tour est très peu fiable dans les sondages au jour d'aujourd'hui, entre 53 et 57%. Ils annoncent aussi un duel décisif entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et Sarkozy va être un adversaire redoutable, car que l'on soit d'accord ou pas avec ses idées, on doit admettre que Sarkozy reste un grand orateur et surtout un opposant féroce. Mais si Hollande prépare ses armes, il peut y arriver. Alors, Jean-Luc Mélenchon, à présent, le révolutionnaire. À notre dernière émission de février, il était crédité de 10% des voix. Aujourd'hui, il est monté à 17%. Il a réuni 120 000 personnes à la Bastille, à Paris, et 70 000 à Toulouse. Entre autres, il n'y a pas que cela, hein. Il a réuni beaucoup de personnes dans plusieurs villes, à tel point que certains des électeurs qui voulaient voter utile au premier tour, c'est-à-dire pour François Hollande, je parle bien sûr des électeurs de gauche, eh bien ils sont maintenant bel et bien décidés à voter pour Mélenchon, Simon. Et oui, car Jean-Luc Mélenchon a montré ses 3 principales qualités qui plaisent aux électeurs de gauche. Il est charismatique, deuxièmement il parle plus directement au peuple de gauche qu'Hollande ne le fait, et puis enfin Mélenchon fait plus barrage au FN qu'il prend très souvent la parole contre Marine Le Pen. Une tactique électorale apparemment bénéfique pour lui. Et on le verra ce soir, s'il sera le 3e homme, alors que Marine Le Pen est descendue dans les sondages, on le verra tout à l'heure. Alors Alexandre va nous parler de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, oui, tout à fait. C'est quand même un personnage assez remarquable par son discours. Hein. On se rappelle dans ces fameux meetings où il parlait justement de cette défaite de Marine Le Pen par rapport à Jean-Luc Mélenchon, où il disait haut et fort « mettez-la loin derrière moi ». On s'en souvient de ça. Et donc, évidemment, ça reste dans les mémoires. Mais je suis plus mitigé sur le fait que ces électeurs qui sont passés de Hollande à Mélenchon au premier tour reviennent vers lui au second. Mais bon, nous verrons bien. Alors passons à Marine Le Pen maintenant, parce qu'il y a une question qu'il faut poser à nos 2 chroniqueurs, puisque nous ne nous sommes pas revus depuis l'affaire Mera. A-t-elle bien fait d'utiliser l'affaire Mera, ou cela a-t-il été de mauvais augure pour sa campagne? Alors, grosse erreur pour Marine Le Pen, qui a fait des amalgames sur l'affaire Mohamed Merah en disant qu'il n'était pas français, que c'était un islamiste de base, que c'était un homme très dangereux. Alors, des amalgames plutôt de mauvais augure pour elle, car l'affaire Merah a marqué, on le sait très bien, dans la vie politique, un avant et un après Mohamed Merah. Alors de nombreux électeurs de Marine Le Pen se sont tournés, et c'est plutôt étonnant, vers Jean-Luc Mélenchon. Alors certes pas beaucoup, mais elle a été créditée avant l'affaire Merah de 20%, et depuis l'affaire Merah, elle a baissé 5 points. Oui, 5 points. Alors il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas trop polémiqué sur cette affaire, et c'est plutôt tenu à l'écart. Donc, plutôt bénéfique pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, Marine Le Pen a fait plus d'erreurs qu'il n'en fallait sur l'affaire Mohamed Merah. Alexandre, qu'en pensez-vous? Mais l'affaire Mera est un tournant dans cette élection. Il y a bien évidemment et clairement un avant et un après affaire Mera. Premièrement, Marine Le Pen a évidemment pensé à reprendre les fameux vieux discours du Front National en parlant justement pour séduire son électorat que Mohamed Merah était donc un islamiste qui n'était pas français, ce qui bien évidemment était faux, hein. Bon, il est islamiste mais il est français, mais voilà, donc déjà ça n'a pas forcément porté chance pour elle, hein. Et puis aussi, je tiens quand même à dire que ce n'est pas forcément dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein. Et puis elle s'est plutôt obligée de se vanter qu'elle avait prévenu tout le monde de l'islamisation, hein, un peu comme Jacques Chirac nous avait prédit la fameuse crise économique, hein, ça aussi on s'en rappelle. Et nous a parlé de viande halal, d'immigration, bref. Elle a tout mélangé à partir de ça, à propos de cette affaire Merah, et cela ne l'a pas porté chance, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui a remporté 5% des voix grâce à cette affaire, ce qui a contribué à son ascension fulgurante. Et je précise une chose, heureusement pour Marine Le Pen que ces tueries abominables en mars étaient effectuées par un islamiste et non par un nazi ou un néo-nazi, car sinon Marine Le Pen aurait été dans de beaux draps. Alors nous enchaînons avec François Bayrou. Il est aujourd'hui crédité à 10%. Il a donc baissé de 2 à 3 points.
Son score de 2007 était de 18% au premier tour et en 2002 de 7%. Alexandre, on peut se demander qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui cette fois-ci. Eh bien, ce qui a moins marché, c'est que par rapport à la campagne présidentielle de 2007, François Bayrou, à l'époque, se plaignait qu'il n'était pas suffisamment sur les écrans, à la télévision, invité et tout ça. Et aujourd'hui, bon, grâce aux règles du CSA, il est bien évidemment à égalité avec tous les autres, donc il ne peut pas se plaindre. Il avait aussi, en 2007, derrière lui, le parti, donc l'UDF, n'est-ce pas? C'était un gros parti. Voilà, c'était un très gros parti. Puis maintenant, il n'y a que le MoDem, hein, n'est-ce pas? Le parti qu'il a lui-même fondé. Et donc, il a perdu quelques électeurs. Et puis aussi, depuis 2007, il y a bien sûr le fameux renouveau du Front National. Hein. Je veux dire, tout à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen. Hein, et tout ça, c'était un peu donc poussiéreux, si je puis dire, les fameuses idées de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, c'est plus neuf avec Marine Le Pen. Et donc, c'est moins poussiéreux. On l'appelle au sein du FN la Nouvelle Flamme. Et elle a bien évidemment réussi à convaincre certains électeurs du MoDem ou de la gauche Ceux qui aussi. étaient indécis. Voilà, François Bayrou est donc dans une droite indécise et malheureusement il ne va pas s'en sortir, je pense. Alors pourtant il croira jusqu'au bout être le troisième homme. Je pense que s'il s'était positionné un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, même si on sait très bien maintenant que François Bayrou est plus positionné à droite qu'à gauche, il aurait gagné des points cette fois-ci, comme en 2007, peut-être pas atteindre les 18%, mais peut-être atteindre les 10%, pour être le quatrième ou le troisième homme. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur François Bayrou. Quant à Eva Joly, elle a effectué un petit séjour à l'hôpital il y a quelques jours. Heureusement, elle va mieux. Et en sortant de l'hôpital, elle a tronqué ses lunettes de soleil contre de magnifiques nouvelles lunettes vertes. Et en plus de tout cela, elle a progressé dans les sondages en grimpant de 1 point et certaines enquêtes d'opinion disent même 2. Alors Simon, quel bilan pour Eva Joly en cette fin de campagne ? Alors Julien, un bilan plutôt positif pour Eva Joly en cette fin de campagne, même si la candidature d'Eva Joly aurait pu prendre plus d'ampleur. Nous verrons ce soir si Eva Joly a un score plus digne que les autres candidats, les petits candidats écologistes. Alors les écologistes choisissent, on le sait très bien depuis 1995, des candidats qui ne marchent pas, des mauvais candidats. Alors si Nicolas Hulot aurait été candidat en 2012. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Si Nicolas Hulot s'était présenté à la place d'Eva Joly, peut-être qu'il aurait réuni plus de personnes chez les écologistes et donc rapporté plus de voix à François Hollande au deuxième tour. Eh bien, merci Simon. Nicolas Dupont-Aignan représente Debout la République dans cette campagne présidentielle 2012. Merci Alexandre. Alors Alexandre va nous parler de Nicolas Dupont-Aignan. Alors Nicolas Dupont-Aignan, il se situe dans ses propositions entre la droite et l'extrême droite. Donc c'est un peu indécis et très peu précis, je dirais. Alors ça fait plusieurs élections qu'il tient à se présenter. Et il faut dire que le fond de ces propositions, même s'il y en a toujours quelques exceptions quand même, elles sont recevables. Cependant, il est trop peu présent dans les médias, hors temps électoral. Voilà, hors présidentiel. Et il ne faudrait peut-être pas qu'il oublie qu'il n'y a pas que sa personne qui compte, parce que Nicolas Dupont-Aignan parle beaucoup de lui-même, plus que de ses idées. Et donc les valeurs doivent être portées plus que ça. C'est fondamental. Alors, Simon va maintenant nous parler de Philippe Poutou et de Nathalie Arthaud. Alors oui, Philippe Poutou, la grande surprise de cette fin de campagne avec son passage très remarqué à des paroles et des actes. Alors Philippe Poutou, c'est un soulagement pour lui que cette campagne présidentielle soit terminée, puisqu'en effet c'est un ouvrier qui ne connaît pas très bien la vie politique, donc en effet ce n'est pas... il n'est pas politicien. Voilà, c'est exactement ça. Alors Nathalie Arthaud, ce n'est pour elle que le début, quand on voit le parcours d'Arlette Laguillet. Les petits candidats auront vraiment été minuscules durant cette campagne, malgré les règles très strictes et très restrictives du CSA. Et pour conclure, parlons de Jacques Cheminade. Candidat en 1995, il a réussi cette fois-ci, miraculeusement, à obtenir ses 500 signatures. Voici la brochure de Jacques Cheminade. Alors, il a lui aussi
des mesures concrètes, il faut le dire, et pour seul ennemi, la City et Wall Street. C'est marqué un monde sans la City et Wall Street. Wall Street, milieu qu'il a fréquenté entre les années 1960 et 1980 en tant que conseiller commercial de France à New York, et dont il se méfie très fortement, vous l'avez compris. Il a, d'un autre côté, au-delà de ces mesures concrètes, des mesures originales, comme des mesures spatiales. Alors ce n'est pas une blague, c'est marqué dans sa brochure. Il veut raccourcir la durée future des trajets Terre-Mars et au-delà, en développant la propulsion nucléaire par un dispositif de fusion thermonucléaire contrôlé et miniaturisé. C'est écrit. Alors, c'est un candidat énarque, on lui reproche de faire partie d'une secte, et on craint même les relations de ce gaulliste de gauche, c'est en tout cas ainsi qu'il aime bien se définir. Que pensez-vous de Jacques Cheminade-Alexandre? Bien, on voit bien que comme quoi Einstein et politique ne font pas bon ménage. Mais quand même, rien que pour le terme gaulliste de gauche, cet homme est un paradoxe à lui tout seul, il faut quand même bien le dire. Mais son slogan est le sursaut. Moi-même, quand je l'écoute, je sursaute. Je veux dire, son programme... Le sursaut. Absolument, le sursaut. Son programme est un peu, je dirais, une forme de caricature de l'écoute présidentielle. Il est crédité à 0%. Mais quand on lit ça, mais on s'étonne pas. C'est pas étonnant. Simon? Alors, c'est sûr qu'un homme qui compare Obama à Hitler, ce n'est pas étonnant qu'il soit à 0% dans les sondages. Et Absolument. son programme, comme il le défie lui-même, c'est un programme lunaire. Merci Simon, merci Alexandre pour ces analyses. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de Présidentielle 2012. On se retrouvera la semaine qui suivra le second tour pour un autre numéro spécial. D'ici là, bon vote et à bientôt.